Bon, allez, on y va. Ce que peut le rêve est immense. Réparer, se remémorer, prophétiser, écouter, mettre en garde, terroriser, apaiser, dévoiler, libérer et nous permettre d'oublier. Le rêve est un mode singulier de présence. Ce qu'il dépose en nous des êtres vivants ou disparus, animaux, objets, lumière, espace, à la force d'une apparition. La question est de savoir si nous pouvons l'accueillir, atteindre à une proximité avec l'énigme onirique du monde, si nous pouvons admettre ce à quoi le génie du rêve appelle une conversion. Anne Dufourmentel, vous commencez presque votre très beau livre, Intelligence du rêve, par ces phrases souvent d'ailleurs nominales, par cet appel à une conversion. Bêtement, est-ce que la conversion en question peut être un synonyme du réveil, tout simplement? Alors ce serait d'un éveil. Peut-être un éveil plutôt qu'un réveil. Pas le réveil au jour, mais le réveil à une autre sorte de conscience ou de prise de conscience. Si on peut dire que la conversion est une sorte de naissance, un changement d'état vers un autre état, alors le rêve nous appelle à cette métamorphose, je crois. Il ne fait pas seulement signe vers le passé, il ouvre la possibilité d'un avenir. Mais passé, avenir et présent? Et présent, puisqu'il part du présent. En fait, Freud avait montré que le rêve, supposé que le rêve ignorait le temps. Il est capable de mettre en contiguïté, en continuité. Des événements qui ont 1000 ans, j'ai voilà. plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, comme disait l'autre. L'immédiat survenu. Mais aussi ce qui est en train déjà de se dessiner. Et je pense que le rêve, en fait, est une sorte de signal qui s'appuie certes sur des expériences passées qui sont revécues dans le présent, mais une sorte de signal de quelque chose qui est en train de venir à jour et que le rêveur ne sait pas, ou avec lequel il n'est pas nécessairement en contact, qui lui fait peur, qu'il redoute, qu'il attend, qu'il espère. Tenez, passez-moi devant. Bergson parle je crois que c'est dans la pensée et le mouvant ou dans l'énergie spirituelle, il parle de souvenir du présent pour qualifier un des modes de l'émerveillement face au monde comme il est. Est-ce que vous parleriez, non pas d'un souvenir du présent, mais une sorte de prémonition du présent ou d'une sorte de nostalgie de l'avenir face aux événements présents quand on est dans le rêve? Oui, je crois que le rêve fonctionne parfois sur le mode du futur antérieur, c'est-à-dire qu'il réinscrit la possibilité d'un avenir autre ou d'une perception autre du présent dans notre lecture de notre passé. De sorte qu'il ne nous éloigne pas du monde, mais qu'il nous en rapproche, voilà, comme une fiction heuristique. Tenez, traversez l'affiche. C'est la première image de cette émission en votre compagnie, et c'est un peu téléphoné d'ailleurs, mais pourquoi pas. Inception, c'est le très beau film de Christopher Nolan de 2010. Inception, le terme désigne dans le film le fait d'implanter une idée dans l'inconscient de quelqu'un. Les personnages qui sont ici sont des extracteurs, c'est-à-dire que leur métier consiste en général à enlever une information, à retirer une information en explorant l'inconscient, c'est-à-dire les rêves de quelqu'un. Et puis parfois ils s'aventurent à un exercice beaucoup plus difficile qui consiste à implanter une idée, donc Inception. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est outre l'affiche qui est magnifique, ce paysage à la fois distordu et en même temps composé d'éléments qui nous sont familiers, c'est évidemment la profession de foi de ce film, The Dream is Real. Le rêve est réel, qu'on peut entendre de bien des manières. Ça m'évoque immédiatement que le réel est un rêve, ce qui nous renvoie à Calderon, mais aussi à cette idée que ce qu'on appelle le réel et qui est inconnaissable est absolument saturé d'images, de rêves, de fantasmes, de perceptions, d'une dramaturgie d'une certaine manière, et que c'est cette dramaturgie intérieure au réel et son altérité d'une certaine manière, même que par exemple un thérapeute va s'en faire l'extracteur, mais aussi l'explorateur. À travers le rêve. À travers le rêve. La dramaturgie propre au réel vient du fait qu'on est face au réel en situation d'être jugé partie, au fond, puisqu'il s'agit de le rencontrer. Alors,
qu'il nous constitue. Et vous parlez d'ailleurs en ce sens d'une énigme onirique du monde. Énigme n'est pas mystère, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, mais tout est énigmatique. Au fond, le réel tel qu'il nous saute aux yeux est énigmatique, et le rêve, de cette manière, est une excellente voie pour y parvenir. Vous avez cité Calderon, La vie est un songe. C'est ce très beau texte, ce chef-d'œuvre du théâtre baroque, qui, alors, quand on regarde donc la profession de foi du film, The Dream is Real, donc le rêve est réel, laisse penser qu'au fond, ça peut s'entendre de plusieurs manières. Le rêve est réel, vous croyez rêver, en réalité vous ne rêvez pas. Vous croyez être éveillé, en réalité vous rêvez. Le monde est si étrange qu'y vivre, c'est rêver. Ça, c'est Calderon qui le dit. D'ailleurs, nous ne faisons que rêver. Le roi rêve qu'il est roi. Le psychanalyste rêve qu'il est psychanalyste. Le philosophe fait le malin, mais rêve qu'il est philosophe, etc. Puis il y a une quatrième hypothèse que je voudrais vous soumettre. Peut-être la plus simple et peut-être aussi la plus féconde, qui est que tout simplement, le rêve fait partie de la réalité. C'est-à-dire que quand on rêve, on ne sort pas de la réalité. Au contraire, on y rentre. C'est une des modalités du réel, absolument. C'est la moitié de notre vie. On rêve, les scientifiques savent et disent qu'on rêve constamment, toutes les heures, à peu près heure et demie. Même les crocodiles rêvent. On rêve éveillé. Tous les animaux rêvent. On rêve. Il n'y a pas de vie humaine sans rêve, pas de nuit sans rêve, même quand on s'en souvient pas. Et tous les animaux, même les oiseaux, rêvent. Mais y a-t-il des jours sans rêve ? Il y a des jours sans souvenir de rêve. Et il y a des états de veille où le rêve et la réalité s'entremêlent de telle sorte qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Ce que je crois, c'est que la capacité de perception, qui est bien plus vaste que le moi, est informée du réel d'une manière qui se retranscrit dans les rêves. Et la conscience est très éloignée, même dans ce qu'on en retranscrit dans un récit de rêve, de pouvoir l'explorer entièrement. C'est ce qui donne parfois au rêve sa capacité prémonitoire ou même le fait qu'il engage une action. Il est aussi une action. Il n'est pas seulement du réel, il est un acte. Vous voyez le décor retourné, cette ville retournée. Juste un point. Hume, d'ailleurs, le dit lui-même dans son enquête sur l'entendement humain. On ne peut pas rêver d'éléments qu'on n'a jamais vus. La matière première du rêve, c'est ce qu'on connaît déjà. C'est comme l'imaginaire, au fond. Quand on rêve d'une montagne d'or, dit Hume, c'est qu'on connaît l'or, on connaît la montagne. Si la montagne d'or n'existe pas, l'or et la montagne, eux, existent. De sorte que le rêve est en un sens, contrairement aux apparences du rêve, prisonnier d'une réalité qu'il reconfigure. Pas seulement, je crois. Pardon de contredire Hume ici, mais... Venez, on va parler en marchant. Dites-moi. Non, je crois que le rêve a accès à des modalités, des combinaisons du visible et de l'invisible qui ne sont pas déjà connues et usitées. Je pense que on parlait d'Inception. Mais les éléments qui les constituent, eux, nous sont connus, non ? Ah oui, mais avec des éléments connus, on peut faire signe vers de l'inconnu. Je pense qu'il y a un mode du faire signe qui est propre au rêve et qui n'est pas réductible aux éléments connus qui le composent. Mais dans cette perspective, comment comprenez-vous alors la célébrissime gravure de Goya qui date de 1799, où il est dit que le sommeil de la raison engendre des monstres. En d'autres termes, alors c'est une métaphore, rêver, c'est ici mettre la raison en sommeil. Il est frappant d'ailleurs d'observer que l'individu a le sommeil manifestement inquiet. Il n'est même pas dit qu'il dorme, d'ailleurs. Non. Peut-être c'est sa raison qui est endormie, mais peut-être que lui est éveillé, peut-être qu'il se plaint, peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il est triste, peut-être que sa tristesse, d'ailleurs, est exprimée par le regard plein d'animosité des animaux, de la chouette au chat. Comment comprenez-vous, dans la perspective qui est la vôtre, l'idée que le sommeil de la raison engendre des monstres, cette façon de rêver qui est de mettre la raison en sommeil ? C'est le propre du cauchemar, de s'inviter et de fracasser la vie du rêveur d'une manière qui l'inquiète et qui peut l'obséder pendant des jours. Et c'est intéressant de voir que ce sont des animaux qui voient la nuit, bien sûr, et qui... La chouette ? Oui, la chouette, le chat, ou qui habitent la nuit comme la chauve-souris, et qui inversent donc le rapport entre la lucidité et la raison et le songe. Ils ont besoin de la nuit pour voir ? Ils ont besoin de la nuit pour voir. Et je crois que, par exemple, une des choses les plus difficiles dans l'analyse à travailler du côté du cauchemar, c'est que le cauchemar a encore un rapport au désir que la raison ne veut pas connaître,
qui l'accable ou qui l'angoisse et qui l'inquiète. Mais par exemple, ce qui est très fascinant quand on s'attarde ou qu'on s'attache aux rêves traumatiques, ou ce que j'appelle les grands rêves, qui ont parfois à voir pas seulement avec des traumas individuels, mais parfois avec des traumas collectifs, des guerres, c'est que le rêve, pas seulement fait signe vers ce trauma caché, refoulé, mais aussi vers une résolution possible. Il donne un signe de la manière dont on pourrait appréhender une sortie du trauma. Mais en même temps, certains rêves, par exemple, dans l'interprétation des rêves de Freud, dont on va reparler, Freud explique à un moment que les rêves, par les procédés de condensation et de déplacement qu'il décrit magnifiquement, certains rêves peuvent être hilarants et désigner des réalités lugubres, et d'ailleurs laisser le rêveur quand il s'éveille en situation d'angoisse. D'autres rêves peuvent être sinistres et en réalité renvoyer, donc des cauchemars, et en réalité renvoyer à quelque chose qui est de l'ordre d'un désir heureux. Je ne sais pas si on peut parler d'ailleurs de désir heureux, mais le fait est que il y a comme ça des rêves qui sont très drôles, hein, et qui en fait expriment l'irruption de la mort dans une chambre, ou plus exactement la crainte de mourir. Comment comprendre le fait que certains cauchemars peuvent désigner des réalités heureuses ? Parce que j'allais dire, la terre du rêve, son mode opératoire, c'est le renversement de manière constante. Il renverse pas seulement l'essentiel en faisant un détail, en déplaçant toute la scénographie du rêve est une scénographie du déplacement et de l'inversion, du renversement en son contraire. Venez, on va aller vers l'inversion. Par exemple, ces rêves qu'on a tous fait d'être poursuivis, est souvent l'indication de ce que le rêveur lui-même poursuit ou de ce vers quoi il se dirige et qui lui échappe. Tenez, docteur, mettez votre blouse. Et donc, dites-moi. Et donc, le cauchemar peut être une sorte d'effroi de la conscience face à un souvenir traumatique qui peut être... il y a des traumas joyeux, il y a des traumas de joie. On ne le dit pas assez. Les traumas ne sont pas simplement des traumas d'horreur ou d'effroi. Dans l'interprétation des rêves, chapitre 6, je cherche la page là, au chapitre 6, intitulé « Le travail du rêve », Freud élabore une série d'analogies qu'on s'est amusé, ceci est une photo maison, qu'on s'est amusé que l'équipe de philosophie s'est amusée à reconstituer. Alors, le tableau des analogies, on va y revenir d'ailleurs dans cette émission, non pas dans celle que nous faisons maintenant, mais dans l'émission philosophie, quand on parlera d'inconscient et sur le systématisme, peut-être qu'on pourrait lui reprocher. Mais c'est très très beau de penser au fond que chaque élément ici désigne autre chose que ce qu'il est dans l'esprit freudien. Et vous-même, d'ailleurs, vous amusez dans votre livre à dresser un tableau d'analogie possible tout en contestant finalement la pertinence d'une telle démarche. Donc, qu'est-ce que vous retenez finalement de ces analogies ? Est-ce que faut-il identifier un objet du rêve à une réalité fixe, ou bien comment travailler sur le rêve sans en comprendre les analogies ou sans se donner une grille de lecture ? Venez avec moi. Je pense que le rêve, il travaille avec un réservoir, par exemple en Occident, de millions et de milliers d'années d'images et de récits qui sont un vivier, bien sûr, du collectif. Donc, on rêve tous avec les mêmes symboles et on retrouve des analogies comme l'escalier là-dedans. Freud soulignait un des chapitres. L'extraction de là-dedans, voilà. C'est le refoulement de la masturbation. Il en fait aussi l'équivalent pour une femme du rapport à l'enfantement et au désir d'enfant. Mais au fond, ce qui est étonnant, c'est le rapport que fait le rêve sans cesse entre ce vivier, ce terreau des images du collectif et la singularité qui passe par le récit du rêve. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que la manière dont un rêve sera dit est aussi importante que l'origine même. Par exemple, on a le mot « vipère », où on peut entendre le signifiant de la vie et du père. Si,
en vous parlant d'un rêve de serpent, la personne vous parle d'une couleuvre, ça n'aura pas la même couleur, justement, la même signification que s'il emploie le mot Votre vipère. inconscient est structuré comme un langage. Hein. Voilà. Les cordonniers sont bien chaussés. Cela dit, donc ça veut dire que face à ces images-là, chacun, au fond, les images ont moins un correspondant exact. Plus exactement, ce à quoi elles correspondent dépend de la façon dont on les décrit. Voilà, j'aurais tendance à vous dire que vous évoquent ces images. Vous inversez les rôles, en fait. C'est à moi de voilà. vous répondre. Je ne sais pas. Alors, je sais que la montée des marches signifie le coït, chez Freud en tout cas. Donc, ma perception de ça est biaisée par ce que j'en sais. En revanche... Écoutez, j'aurais tendance quand même malgré tout à vous dire que la clarinette est un symbole phallique, que le pistolet désigne l'éjaculation, le couteau aussi, la cravache, qu'est-ce que vous voulez, ou la queue du chat, je ne sais pas. J'avoue que la pipe désigne... Je sais que le sentier désigne, chez Freud, un vagin. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que... Est-ce que ma perception de ça n'est pas brouillée par ce que j'en ai lu ? Elle est, justement, un analyste qui vous écoute dirait que ce qui fait votre singularité au milieu de ces interprétations qui sont, on va dire, connues ou signalées, c'est le trajet que vous avez fait entre ces images et la manière dont vous les avez liées et comment vous les avez reliées les unes aux autres, ces interprétations et ces images précises-là. Ce trajet-là, ça vous dit vous. Alors que l'interprétation que vous en avez donnée, elle est un peu comme ce réservoir du collectif, elle est connue, elle a été portée sur une scène... voilà. Mais qui parle quand je fais ce jeu d'analogie, là, ou plus exactement quand je fais ce trajet-là, j'aurais pu en faire un autre. Voilà, donc qui parle. Donc vous dites c'est vous, moi, mais ça n'est pas moi. Moi, c'est peu dire ici. Vous, c'est peu dire peut-être, mais c'est quelque chose d'une vérité, comment dire, c'est une part de vous qui s'exprime là, dans la contiguïté entre ces images, un peu comme dans une séance, finalement, où le patient lui-même va s'attacher au contenu du rêve ou à la manière dont il raconte un rêve, alors que peut-être que c'est juste entre les images, entre les mots, entre les respirations et ce qu'il évoque et ce à quoi ça le fait penser, qu'il loge le plus intimement. C'est-à-dire, pour reprendre, enfin, là où on loge le plus intimement, c'est là où l'autre a fait effraction en nous. Déshabillez-vous, si j'ose dire. On va continuer ce trajet avec vous, Anne Dufourmentel, et rester sur la valeur infiniment poétique du rêve, quand bien même on voudrait en faire la science. Parce que ce qui est frappant avec ce tableau d'analogie, ou d'analogie possible, c'est que la puissance poétique du rêve n'est en rien entamée par la tentative, le goût, le désir de l'analyser. Absolument. Et c'est aussi fascinant de voir que le rêve a passionné la littérature, la pensée, les philosophes depuis toujours, depuis les Grecs. Il n'y a pas de grands textes qui n'abordent ce domaine du rêve. Au Moyen-Âge, par exemple, ce qu'on appelait la dormiveille, ou la manière dont les rêves annonçaient dans toutes les épopées les grandes actions des héros, est très frappante. Il est absolument intégré à la marche non seulement du monde, mais des personnes et des êtres. Le rêve, semblable en cela à une bande de Möbius, n'a pas de bord, rien qui ne sépare en lui l'extérieur de l'intérieur. Voici donc un ruban de Möbius. C'est une surface à un seul côté. En fait, il n'y a qu'une seule face qui s'obtient en recollant deux côtés opposés d'une bande rectangulaire, à laquelle on fait subir au préalable une torsion d'un demi-tour. C'est Karine Lallose qui, de ses blanches mains, a fait ce travail pour nous et pour vous. C'est très frappant d'observer, si on en prend un ici, que quand on le parcourt du doigt, au fond, il n'y a qu'un seul bord. C'est-à-dire qu'on peut, de façon tout à fait continue, le parcourir en entier, sans jamais décoller le doigt. Et c'est d'ailleurs sur ce principe-là que Escher a constitué bien des tableaux, dont un qu'on verra tout à l'heure. C'est une représentation magnifique du rêve, je trouve, qui fait sans cesse l'interface et l'intercession. Pour ça, je pense que le rêve est un processus d'intercession du réel
par rapport au sujet, mais aussi, par exemple, des morts par rapport aux vivants, c'est-à-dire la manière dont les morts se rappellent à nous et dont nous avons affaire à la mémoire des morts. C'est-à-dire, c'est vraiment ces contiguïtés et ce passage que le rêve agit d'une certaine manière constamment. On a le sentiment qu'il y a deux bords, et il n'y en a qu'un. C'est ça l'enjeu, en fait. Exactement. Et le langage est le véhicule, d'une certaine manière, de cette entité que le rêve désigne. Regardez, là, par exemple, on est ici dans l'expression d'un langage. C'est un tableau de Escher. Ouais. Moritz Cornelis Escher. Ce sont des fourmis qui peuvent marcher à l'infini. Un peu comme notre conscience, quand on pourrait s'attacher indéfiniment, je crois, aux images du rêve et voyager extrêmement loin, et individuellement et dans l'histoire collective, en parcourant comme ça les bords infinis d'un rêve. D'ailleurs, dans les cultures chamaniques, sibériennes ou sud-américaines, on voyage à l'intérieur d'un rêve à plusieurs échelles et même de personne à personne. Comme si dans j'ose Inception, dire. d'ailleurs. Voilà, mais avec absolument. Mais là, ce qui est étonnant avec ce tableau, c'est qu'on a vraiment l'impression que, par exemple, cette fourmi-là n'est pas sur le même bord que celle-là. Et pourtant, elle s'y trouve. Et on est avec le rêve dans une équivocité de même nature, une fausse équivocité, au fond. On veut le séparer du réel. On veut le distinguer du réel. On se casse la tête pour savoir comment le distinguer du réel. On invente des systèmes de toupies qui devraient tomber dans le réel, mais qui ne tombent pas dans le rêve, etc. Et pourtant, en réalité, c'est un faux problème. C'est une énigme sidérante à laquelle je crois que les neurosciences on continue à s'intéresser. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que le réveil fait encore partie du rêve ou commence à nous... en quoi ça retrace, ça répète l'arrivée dans le réel, que peut-être qui était le tout premier moment de la vie, finalement l'éveil de la conscience, à quel moment se fait-il à partir de la naissance. Et je pense que le rêve nous ramène dans cette contrée très très première aussi, à chaque fois, de l'entrée dans la vie. Et c'est sans doute pour ça que il a un soubassement traumatique, et en même temps un appel d'une certaine manière. Il est une intelligence du monde dans ce sens. Ça, c'est le mot de la fin. Merci Anne. Merci. Pardon, je me suis trompé en fait. C'était pas du tout le mot de la fin. Enfin, presque le mot de la fin. Il nous reste 2 minutes. Mais c'est parce que l'émission a été tournée tard pour les besoins de la cause et je crois qu'on a rêvé. Anne, c'était presque le mot de la fin. Tant mieux d'ailleurs, il nous reste un petit moment. On va en profiter pour retourner dans la nuit avec vous. Parfois on rêve, on a l'impression que le rêve est fini, on recommence à rêver. On recommence à rêver, on a l'illusion. Voilà, c'est ça. C'est ce que fait Descartes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a les 3 rêves de Descartes en 1619. Il y a un rêve à l'intérieur duquel il sort de son rêve tout en rêvant pour analyser son rêve. Absolument. Et c'est aussi ça l'envers de la raison. Et peut-être le lieu où la raison, en fait, est le plus efficace. Allez-y. Puisque que serait la philosophie sans l'interface du rêve, où elle puise sa source, je crois. Donc la raison est plus efficace quand elle n'est pas filtrée par la conscience, en vérité. Elle a son principe actif, son rapport à la métamorphose, je crois, dans la capacité de rêver. Sans quoi, d'ailleurs, un être humain devient fou, pour de bon. Le rêve est une garantie contre la folie ? Le rêve est une garantie contre la folie, absolument. Et plus le rêve est fou, plus il nous immunise. D'une certaine manière, il agit comme un vaccin, à la manière nietzschéenne, peut-être. Au sens où si on n'était pas malade, on ne serait pas médecin. Voilà. Et vous êtes dans cette hypothèse cartésienne à laquelle vous donnez sa chance, on va finir cette fois-ci pour de vrai là-dessus. L'hypothèse cartésienne à laquelle vous donnez sa chance est très très intéressante parce que Descartes est le philosophe de la conscience et donc le pire ennemi, au fond, enfin en un sens l'adversaire de l'hypothèse de l'inconscient. Et pourtant, c'est presque le premier, non seulement à raconter ses rêves, mais à analyser ses rêves. Quand même étonnant que ce soit lui qui ait promu cela.
C'est un grand allié du rêve, je crois. On a souvent mésinterprété la pureté ou la doxa cartésienne comme un exil de la raison hors de ces contrées du songe, alors que pas du tout. Je crois que la preuve, c'est qu'il l'invitait dans sa demeure et c'est un exemple dans ce sens. On a du mal à penser qu'on est réveillé ici, là, quand même. Hein. C'est l'heure parfaite, en tout cas. On va faire le tour de l'église.